pris le comprimé? Non, c'est quand je fais la prière pour demander pardon à Dieu que malgré l'acte que je pose, reçois-moi. Même en partant, j'ai besoin de toi. Fortifie-moi. C'est là, c'est pendant cette prière-là qui m'endort, justement. Quand je me réveille, les comprimés sont là. C'est comme si l'esprit de la pensée du suicide, on l'a effacé. J'ai tout rangé, j'ai jeté les comprimés, tout rangé, nettoyé ma maison et j'ai dit je me retire des réseaux sociaux. Wow. Je me suis retirée, je crois, un mois. On ne m'a pas vu. On ne m'a pas entendu. Les gens même allaient écrire au Jojo, elle est où pour dire qu'est-ce que... J'étais enfermée chez moi. Si on me voit sortir, c'est que je suis allée faire mes courses et je reviens me renfermer. Je me suis renfermée dans la prière. J'ai prié. Je ne partais même plus à l'hôpital. C'est là où j'ai rencontré réellement Dieu. À ce moment-là. Je me suis renfermée. J'ai prié. Et je me suis rendu compte en priant que j'avais trop le cœur lourd. Trop de haine, trop de rancune. Et j'ai dit à Dieu, fais-moi la grâce du pardon. Je ne peux pas avancer si je ne pardonne pas. Je ne peux pas aller quelque part si je ne pardonne pas. Fais-moi découvrir les joies du pardon. Je ne te demande pas de me rendre riche. Je ne te demande pas de me donner la gloire. Donne-moi simplement le pardon. C'est tout. Mon cœur avait besoin d'être dans le pardon. Et j'ai fait ça. C'était de novembre à décembre. Je suis ressortie, je pense, vers fin décembre. On m'a vu. J'ai fait une story Snap où je souriais, etc. Et j'étais vraiment en contact uniquement avec mon fils, Armand, qui venait, qui prenait des nouvelles, etc. J'ai dit, j'ai juste besoin d'être seule. Pour moi, je dis, les plus grands combats qui vont te donner les plus grandes gloires se font dans la solitude. Tu te découvres dans la solitude quand tu es seul. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de monde. Il ne faut pas en vouloir que tel ne m'a pas soutenu, tel n'a pas été là, tel ne m'a pas fait ça. Non. Ce problème-là, tu dois le vivre dans la solitude parce que tu vas aller te rencontrer toi-même. Et moi, j'avais besoin de cette solitude-là. Elle m'a fait le plus grand bien. Je suis sortie de là. Le 5 janvier, je devais rentrer au bloc. Ma première intervention. Et là, je voulais dire à ma mère, parce que quand on ouvre la tête, il y a certains... Tout ne repart pas forcément comme il se doit. Donc, je dis, je vais dire à ma mère, afin qu'elle vienne sur place. Donc, il y avait des examens à faire avant de rentrer au bloc. J'ai plus pris mes médicaments pendant la période des prières. Là. Je ne prenais plus rien. Donc, j'ai dit, je vais faire venir ma maman pour qu'elle vienne prendre soin de moi, parce que sûrement, je serai un légume. Et je suis allée faire mes examens. On fait mes examens, on fait des scanners et tout. On ne voit pas de tumeur. Et comme l'homme blanc est ce qu'il est, il n'aime pas échouer. Mon médecin, monsieur François, docteur François, il n'a pas compris. On a fait examen sur examen. Ils m'ont hospitalisé 2 jours, rien que pour trouver la tumeur en question. Pour laquelle ils étaient censés t'opérer. On était censé m'opérer. Ils n'ont pas trouvé. Et là, donc, ils me font une injection. C'est quelque chose de très, très, très douloureux. Donc, c'est une injection qu'on fait. On fait rentrer un produit. Et le produit, lui, il va fouiller. Même si c'est caché dans ton âme, ça va le trouver. J'ai souffert. Ça te faisait mal. Ça brûlait, je sais pas, c'est douloureux cet examen. Il n'y avait aucune tumeur. Et je me suis dit, Dieu me donne une chance d'être meilleure. C'est mon miracle. Et c'est là où j'ai décidé, je dis, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer en Afrique. Parce que l'Europe n'est pas forcément ce qu'on dit. Il y a des revers, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses derrière. Les jolies photos Instagram, les Champs-Élysées, il y a une réalité pour nous les expatriés. J'ai dit, à la base, je suis venue pour chercher un fonds de commerce, pour me lancer. J'ai quand même quelques euros, même si j'en ai perdu beaucoup, parce que je n'ai pas forcément investi comme il fallait. J'ai dit, bon, je vais rentrer en Afrique. Je vais me battre. Et c'est là que je suis rentrée. J'ai dit, c'était en janvier, j'ai décidé que j'allais rentrer en juillet. Je disais, non, je pars, je reviens, non, je pars, je reviens. Mais au fond de moi, je savais que je ne revenais plus. Parce que aussi, la solitude de l'Europe n'aide pas. N'aide pas. Il y a beaucoup de dépressifs en France. Hein. Ça n'aide pas. Donc, on a encore refait. Je suis restée de janvier en juillet parce que mon médecin voulait vraiment se rassurer. Il se dit, peut-être ça va réapparaître, etc. Ça n'a jamais réapparu. Ce qui fait que chaque année, j'ai droit à un petit... Il fait un bon, je fais un examen.
Ça n'a jamais réapparu. Voilà un peu où la dépression m'a emmenée. Et c'est pour ça que ça m'a emmenée. Je fais beaucoup de lives où je parle de dépression, même en Snap. Sur Snap, je permets aux autres. Parce que c'est ça le souci de la dépression, c'est quand on ne t'écoute pas, ça détruit encore 2 fois plus. Quelqu'un qui est dépressif, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qui l'a emmené à sa dépression. Il a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'accompagne. Qu'on lui dit, oui, tu as fait des erreurs, oui, ça n'a pas été, mais ce n'est pas de ta faute. Tu peux te réveiller, tu peux sortir de là. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup ma communauté, je suis très proche de ma communauté, je parle de ce que j'ai vécu pour leur emmener à dire que si moi, j'ai pu sortir de là, c'est que vous aussi, vous pouvez sortir de là. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se laisser aller. Être dépressif, ce n'est pas une malchance. Non, ça peut arriver à tout le monde. Aux riches, aux pauvres, ça peut arriver à tout le monde. Mais dis-toi que tu peux t'en sortir. Et c'est pour ça que j'en parle publiquement, je n'ai pas honte aujourd'hui. Voilà. Waouh. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens très, très bien. Je me sens grandie, je me sens changée, je me vois différemment. J'apprécie la femme que je suis devenue, que je deviens un peu plus chaque jour. Je ne m'attarde plus sur les futilités, si je peux dire ça. Je me sens très bien. Je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière des périodes par lesquelles je suis passée. Je suis fière de ce que j'ai vécu. Il n'y a aucun moment de ma vie dont j'ai un regret. Parce que tous ces événements ont créé la belle personne que je suis devenue encore. Tout simplement. Aucun regret. Je suis très, très fière de moi. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais je ne diminue pas là où je suis. Je suis reconnaissante. Dieu fera le reste. Et avec ma volonté et mon envie de me battre et de continuer, on va aller loin, tout simplement. On parle beaucoup ou très peu de ta maternité. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu ne pouvais pas enfanter pendant longtemps. C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire derrière mon miracle, c'est pas que je suis née, je ne pouvais pas enfanter. Déjà, je me suis mise en couple un peu plus très jeune. Et vivre avec un homme que tu aimes, ton désir, c'est... de lui faire un enfant. De faire un enfant de cette union magnifique. Mais j'y arrivais pas. Ou je tombais enceinte, ça sortait, ça faisait 3 semaines, 1 mois. On a banalisé la chose. Et quand ça arrivait à 9 fausses couches, je commençais à me dire qu'il y a sûrement un souci. Il y a sûrement un problème. J'ai interpellé un peu ma maman. Maman m'a dit, tu es jeune. Je dis, oui, je suis jeune, mais il y a quelque chose. Quelqu'un ne peut pas enchaîner 9 fausses couches. Est-ce qu'il y a un problème? Tu avais quel âge à l'époque? Déjà, je rencontrais mon ex-fiancé. J'avais 18-19 ans. Okay. Bon, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Okay. Mais c'est quelqu'un qui m'a patienté jusqu'à ma majorité. Et 19 ans, on s'est mis officiellement en couple. Et on a commencé à vivre ensemble. On a fait 4 ans. C'était au Gabon? Oui, c'était au Gabon. C'était au Gabon. C'était au Gabon, okay. Un Européen, un Français. Ah, c'était un Français? Oui, c'était un Français. Non, un blanc, tu veux dire? Oui, c'était un blanc. Ok. Vous étiez censé avoir des métisses? Ah, mon petit white. Mais voilà, donc j'arrivais pas. Et lui, à la base, c'est quelqu'un qui voulait pas d'enfant. Il est d'abord enfant unique. Il voulait pas d'enfant. Mais quand il m'a rencontré, parce qu'il était un peu plus âgé que moi, quand il m'a rencontré, il a dit, je veux un enfant de cette union. Et le fait de ne pas pouvoir en faire... Et moi, je dis, c'est une grâce que j'ai désiré avoir un enfant aussitôt pour découvrir que j'avais réellement un problème. Effectivement. Quand j'ai parlé de mon histoire, les gens ont dit, ah, comment aussi jeune tu peux désirer? J'ai dit que mais justement, ce désir m'a emmené à savoir que j'avais un problème. Très tôt. Oui, très tôt. Plus on l'a découvert tôt, plus on a pu chercher des solutions un peu plus tôt que d'attendre 35 ans, 40 ans et de découvrir que réellement tu as un problème. Si ton combat pour la maternité dure encore 20 ans, tu te retrouves à 50, 60 ans. Donc voilà. Donc j'ai commencé à chercher. Mais comme on est africain, on a regardé aussi si c'est pas spirituel, etc. Il y avait beaucoup de soucis. Après, ma maman a dit, déjà tu attrapes, c'est pas mauvais. C'est déjà une bonne chose. Donc peut-être cela, c'est pas le moment, il faut laisser Dieu faire son temps. Ça viendra. Donc, lui et moi, on se sépare. Pour quelle raison? Non, c'était pas pour l'enfant. Okay. C'était pour d'autres raisons.
Quand on se sépare, je reste d'abord seule et je rencontre quelqu'un d'autre. Et là, je fais une grossesse extra-utérine qui a été très mal prise en charge, qui a été très mal... Je sais pas. Extra-utérine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la grossesse, mais elle évolue hors de l'utérus. Hors de l'utérus. Oui, elle va se mettre vraiment à un autre endroit et c'est très, très risqué, très, très dangereux. On parle même d'une femme qui a une grossesse extra-utérine et qui est mal traitée ou mal suivie. Elle peut en mourir. Elle peut en mourir. Voilà. Donc, j'avais fait un test de grossesse qui s'avérait positif, mais au début, ils n'ont pas vu la grossesse. Et je ne sais pas si ils n'ont pas prêté attention. Ça, c'était ta première vraie grossesse, ça? Non. J'ai eu une première grossesse très, très jeune. D'abord, oui. Encore avant les 18 ans? Oui, oui. Les 18 ans même. Quand je connais les hommes. Non, attends. À 17 ans, tu étais avec le blanc. Et vous avez attendu, tu as dit qu'il a attendu... Non, bien plus tôt. Bien plus tôt. Bien plus tôt, avant les 17 ans? Oui, bien plus tôt. Okay. Les 17 ans. Ça, c'était quel âge? Oui, je sais pas, j'avais peut-être 15-16 ans. Tu étais encore au collège, alors? Oui, j'étais à l'école. Ok. Je passais même le BPC. Ah, le BPC? Oui. Ok. Ah, tu veux dire, fait un enfant, là? Oui, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche à 6 mois. Okay. À l'hôpital où je suis allée pour accoucher, n'avait pas forcément de quoi prendre en charge un prématuré de cette envergure. Donc, moi, j'ai vu mon bébé partir comme ça. Wow. Ça, c'était ta première fois? Ça, c'était ma première fois. Ok, donc le bébé n'a pas survécu? Non. Okay. Ça, c'était la première fois. Et après, quand il y a eu la grossesse extra-utérine, qui n'a pas bien été prise en charge, donc elle a commencé à gêner, à créer quelque chose, une gêne ici. Et après, ils m'ont dit, oui, elle est peut-être enceinte, elle doit partir. Mais j'avais vraiment de fortes douleurs. Je dis, les douleurs là ne sont pas normales. J'ai jamais eu de telles douleurs. Et une fois en allant au travail, j'arrête pour arrêter le taxi. Je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus rien. Je sens que quelque chose est en train de se passer. Et je suis tombée. J'ai crié au sol. J'ai dit... Tu avais dit à le ventre, c'est ça? Non. C'était encore au début de la grossesse, ok? J'ai crié. Heureusement, les voix... bon, j'étais dans la zone, dans le quartier, on me connaissait. Ils m'ont soulevé, ils m'ont ramené chez ma maman. On m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont pas pris en charge vite, alors que c'était en train de s'éclater. Wow. Ils m'ont pas vite... Ce qui fait que... Tu étais toujours au Gabon? Oui, ça, c'était toujours au Gabon. Ça, c'est le problème de l'Afrique, ça. C'est le problème de l'Afrique, non. Et ça n'a pas été bien géré. Et ça m'a créé une stérilité secondaire parce que ça a détruit l'un des organes qui permet la conception de l'enfant. Donc, ça a été très difficile à accepter. C'est là où je développe ma première dépression. De me dire que moi, je suis qu'un enfant, je suis encore toute jeune. J'ai fait quoi? Tu avais quel âge? 20 ans? Ouais, on était déjà... Oh non, j'étais là dans les 23. 23 ans. J'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Après, j'ai fini par accepter que bon, c'est pas grave, il y a des femmes qui font pas d'enfants qui sont là. Je reste forcément un enfant, même si tu te dis d'une façon différente. Mais au fond, ça c'est ce que tu te dis. Mais la réalité, au fond elle est autre. Ouais, c'est difficile. Après, je me dis, j'ai le temps, j'ai l'âge et tout. Et ma tante, qui était à l'église à ce moment, elle se rend compte que je suis pas bien. Elle dit à ma mère, mais c'est pas normal ce qu'elle vit. Marcel est en train de faire une dépression, donc elle m'emmène à aller à l'église. Elle me force un peu. Je voulais pas. Après, je suis allée. Et j'ai aimé l'église où elle m'a emmenée. Je me suis retrouvée. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si j'ai pris un chemin différent que l'église, je ne peux jamais cracher sur l'église. Parce que l'église m'a aidée à asseoir ma spiritualité. Et ma prière était, Seigneur, comme d'habitude, moi, je ne te demande pas la richesse. Donne-moi un enfant. Même si c'est un, je serais contente. Et il m'a mis à l'épreuve. Il a testé ma foi tellement de fois. Et on a fini un séminaire qu'on a souvent, à la fin de décembre. Et j'ai fait un songe, un rêve, où je voyais une petite fille venir me saluer. J'ai dit que ça, c'est encore qui est enceinte autour de moi. Après, j'ai eu une grosse vague en janvier, une grosse vague d'abcès. J'avais les abcès ici, les abcès partout, même à la coucounette. J'ai dit que ça, c'est quoi? Après, tu commences à chercher encore Google. Google te dit, ça peut être diabète, ça peut être ceci. C'est là. Erreur. Et puis,
j'ai vu mes menstrues, mais pas comme d'habitude. J'ai banalisé. Je ne suis pas censée donner la vie, donc c'est pas censé m'inquiéter ce genre de choses.